Donc, re-bienvenue dans notre prochain cours sur la ligne de commande, sur les environnements basés sur Unix. On est en train de regarder la documentation qui nous sert d'exploration pour le monde du command line, qui est le site linuxcommand.org. N'oubliez pas que sur le site de cours, j'ai aussi déposé un manuel qui est le manuel de ce site-là. Malheureusement, il est en anglais. Si vous voulez avoir des documents en français, j'ai aussi déposé les notes de cours d'une partie d'un cours universitaire qui traite la même matière, qui est aussi en fait basé sur le livre, donc qui reprend les mêmes informations si vous voulez avoir plus d'informations. Donc, nous, on est en train de parcourir ce site-là. On est en train de travailler dans la première section où on est en train d'apprendre sur le shell. Puis, on va travailler la semaine prochaine sur l'élaboration de scripts système. Donc, dans l'utilisation du shell, on avait vu c'était quoi le principe du shell lui-même, le principe de notre application terminale, puis le principe du shell qui reçoit, qui interprète et exécute nos commandes, puis qui nous donne des résultats. On avait vu aussi le principe de déplacement, puis de visionnement des fichiers à l'intérieur de dossiers. Donc, on avait le principe de certaines commandes qui me permettaient de savoir je suis où en ce moment, parce que quand tu es en train de travailler avec un shell, le shell est toujours à un endroit spécifique dans lequel les commandes vont être exécutées, dans lequel les commandes vont pouvoir être établies. Si je fais, admettons, la commande ls pour avoir une liste des différents fichiers, bien, ça va faire la liste des fichiers qui sont dans le dossier courant. Okay? Donc, le dossier qui est le Working Directory, qu'on peut faire référence avec le PWD, qui est le Print Working Directory. On avait vu aussi le principe de déplacement. Donc, on pouvait se déplacer à l'intérieur de notre arborescence de fichiers avec la commande CD pour Change Directory, donc qui me permettait de soit taper un chemin absolu à partir de la racine de mon système. Donc, sur des systèmes Unix, la racine du système, c'est le slash tout seul, contrairement, mettons, à Windows où c'est un C 2 points. Ou sinon, on peut aussi faire un CD à partir de l'emplacement présent, donc descendre dans un dossier à partir du dossier dans lequel on est déjà, juste en tapant directement l'élément qu'on voulait. Donc, on était capable de se déplacer à l'intérieur, on était capable de voir les différents types de fichiers. On avait aussi commencé à travailler avec des commandes qui me permettaient de voir le contenu de fichiers. Donc, on a vu la commande less qui me permettait de voir le contenu d'un fichier. On va maintenant regarder comment manipuler des fichiers. Okay? Donc, particulièrement pour tout ce qui est opération système, donc copie, déplacement, effacement, et ainsi de suite. Donc, le principe, c'est que ces commandes-là sont très versatiles, puis ça va nous permettre de faire des opérations complexes avec une commande qui est courte. Pas nécessairement simple, parce que la commande a plein d'options à l'intérieur, mais ça va être une commande qui va être très précise sur qu'est-ce qu'elle va faire. Comme j'ai un exemple ici où je pourrais copier tous les fichiers HTML d'un dossier à un autre, mais seulement copier ceux qui n'avaient pas déjà été copiés. Si le fichier était déjà existant dans le dossier de destination, il ne va juste rien faire. Donc, ce genre d'opération-là, manuellement, c'est très complexe, particulièrement si tu as beaucoup de fichiers. Il faut que tu regardes, il faut que tu ailles l'autre dossier d'ouvert, voir s'il existe ou pas, que tu sélectionnes tous les fichiers HTML, puis là, que tu désélectionnes ceux qui sont déjà, puis après ça, tu peux les copier. Le principe, c'est qu'on peut avoir des commandes qui nous permettent de travailler avec
des éléments beaucoup plus rapidement, okay? Des éléments qui vont pouvoir faire beaucoup de choses avec peu de texte. Fait que juste un rappel quand on utilise les différentes commandes. Le principe, c'est que le premier élément, ça va être la commande elle-même, okay, qu'on va invoquer. Donc, dans ce cas-ci, on a CP qui est utilisé pour faire la copie de fichiers. Ensuite, on va avoir des options. Donc, je n'irai pas dans les options tout de suite de chacun des programmes. C'est juste pour voir la mécanique de comment est-ce qu'on fait pour utiliser ces programmes-là. Donc, on va avoir des options, okay, avec des tirets, puis habituellement des lettres. On va aller voir aussi aujourd'hui comment aller voir la documentation pour savoir c'est quoi les options possibles. Puis ensuite, on va avoir des séries d'autres paramètres qui pourraient être demandés par la commande. Okay? Donc, ici, dans ce cas-ci, c'est la liste des fichiers à aller chercher, puis l'endroit où c'est que je veux les copier. Mais ça va dépendre des commandes individuelles. Fait qu'il y a un autre élément qui va revenir souvent quand on est en train de faire des commandes, qui va être ce qu'on appelle les wildcards. Donc, ici, on a une étoile. Puis, cette étoile-là, ça va vouloir dire comme n'importe quoi qui se termine par HTML. Fait que le principe ici, c'est que pour certains caractères spéciaux, il ne va pas interpréter ça comme étant le caractère lui-même. Il va interpréter ça comme étant une possibilité de caractère. Puis, lui, il va aller regarder dans le dossier courant quel fichier répond à ce critère-là. Quand j'écris le étoile.html, lui, il va automatiquement aller chercher n'importe quelle chose qui se termine par HTML. Donc, un exemple, si j'utilise une commande comme ls, donc ls me donne le contenu du dossier, mais je peux utiliser ls pour aller chercher le contenu de juste un fichier, comme mettons test.txt, okay, qui va juste, txt au complet, qui va juste me donner ce fichier-là. On avait vu qu'on avait aussi les différentes options. OK, je peux mettre, mettons, un -L pour avoir une version longue. Fait que j'ai un exemple ici où je peux avoir un fichier, mais je peux en avoir plusieurs, en fait. Donc, je peux avoir une liste de différents fichiers. Okay? Puis lui, qu'est-ce qu'il va faire quand j'ai une liste de différents fichiers? Il va m'afficher la liste longue avec toutes les options qu'on avait vues au dernier cours de ces différents fichiers-là. Bien, ici, je peux utiliser des wildcards pour être capable de fournir juste une partie du nom de fichier, puis de laisser le système compléter automatiquement le restant de cette commande. Donc, je peux ici faire un -L, puis à la place, j'aimerais ça dire, ben, prends-moi n'importe quoi, OK, qui se termine par TXT. Fait que lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller dans le dossier, il va lui regarder dans le dossier courant, il va aller regarder chacun des noms de fichiers, puis tous ceux qui se terminent par TXT, il va les sélectionner dans la commande. Il va les mettre dans la commande. C'est comme si lui, il les avait tapés, il aurait tapé hello.0.txt, hello1.txt, loggrep.txt, logs.txt, log.txt, et ainsi de suite. Donc, l'étoile me permet de dire, ben, à cet endroit-là, tu peux mettre comme n'importe quoi, là, puis autour, on va fournir. J'ai l'étoile qui me permet de dire n'importe quelle suite de caractères. Je peux être plus précis, là, aussi, que je peux dire, ben, j'ai quelque chose au début, comme H, n'importe quoi par la suite, puis que ça se termine par TXT. Là, je peux voir ici que j'ai le hello puis le hello1 qui répond à ces critères-là. On a différents wildcards. On a le point d'interrogation aussi. Donc, le point d'interrogation, ça va
remplacer un seul caractère. L'étoile, lui, son principe, c'est qu'il va dire n'importe quelle suite de caractères. Hein? Fait que j'ai mis H étoile, fait qu'il a rempli le E, L, L, O, pas de problème. Ben, si je fais un ls-l, on va voir la liste. Puis là, je dis, j'ai hello. Puis, je mets un point d'interrogation. Le point d'interrogation va être capable de remplacer juste un caractère. Et ça veut dire que si, admettons, j'essaye le ls avec juste un point d'interrogation tout de suite après, ça ne va rien trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a un H avec juste une lettre suivi de TXT. Donc, on a deux caractères qu'on dit d'expansion, en fait, là, en français. L'étoile qui me permet de trouver une suite de caractères, puis le point d'interrogation qui me trouve un seul caractère. On a aussi la possibilité de représenter des listes possibles de caractères. Fait ici, je vais dire... Donc, je peux mettre entre crochets carrés une liste de différentes options. Donc, ici, ça dit, je veux que ça commence avec hello, puis que le dernier caractère, je veux que ça soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Donc, on est capable de spécifier un seul caractère, OK, à travers une liste possible. Il y a souvent aussi des options plus générales. Mettons que je voudrais que ça soit de 0 à 9. J'aimerais ça que ça soit un digit, un chiffre. J'ai l'option, à la place de mettre des caractères, de mettre ces noms-là spécifiques. Donc, je peux mettre crochet carré, 2 points, digit. Et encore une fois, ça me donne les mêmes résultats. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec hello. J'ai ensuite eu un chiffre, puis j'ai terminé avec le TXT. Donc, l'expansion me permet d'aller chercher une panoplie d'options d'un coup pour ne pas avoir à les écrire de manière individuelle. Donc, ici, on a les petits exemples que je donnais. Avec les listes de caractères, je peux aussi y aller à l'inverse en utilisant un point d'exclamation au début de ma liste de caractères. Donc, si ce n'est pas un A ou un Z, c'est correct. Des choses comme ça. Fait que les wildcards, très intéressant pour faire de la sélection de fichiers. Maintenant qu'on a cette prémisse-là en tête, donc on a le principe de commande, on a le principe des fois d'option avec les tirets, on a le principe de différents paramètres, on a maintenant le principe d'expansion avec les wildcards. On va aller regarder chacune des commandes individuelles pour être capable de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces commandes. On va aller regarder les commandes de manipulation de fichiers. On va commencer avec une première commande qui va être CP. Donc, CP, c'est un diminutif pour copy, hein, pour faire la copie de fichiers. Fait que son but, c'est d'être capable de copier un fichier à un autre emplacement sur le disque. La commande de base a différentes formulations. Puis là, pour voir comment les commandes fonctionnent, on va utiliser une commande de documentation. Donc, quand on veut savoir comment les commandes fonctionnent, on peut utiliser le manuel d'instruction de la commande. Le manuel d'instruction, c'est la commande man qui est suivie du nom de la commande que je veux, auquel je veux aller regarder le résultat. Si en passant, si je fais juste man, je peux avoir le manuel du manuel qui me dit comment fonctionnent les manuels. Mais si je veux avoir la commande CP, je peux faire man pour avoir le manuel de CP.
Puis là, quand je vais peser sur Enter, ça m'ouvre le manuel, pleine page de mon terminal. Puis je vais pouvoir bouger à l'intérieur de tout ça avec les mêmes commandes qu'on avait utilisées préalablement avec le visualisateur de texte less. Je peux descendre avec les flèches, je peux faire un saut de page avec l'espace qui fait juste un saut. OK? On peut revenir au début avec le petit G, le grand G. Donc, c'était des choses qu'on avait vues. Hein, si on ne se souvient pas, on peut retourner en arrière, aller regarder avec less, puis aller voir comment est-ce qu'on peut travailler avec cet outil-là. Ou maintenant qu'on sait qu'on a des manuels, ben less, c'est aussi un programme. Donc, je peux aller regarder le manuel de less. Puis, si je regarde à l'intérieur de celui-ci, je peux aller voir la série de différentes commandes, différents raccourcis que je peux utiliser pour travailler avec less. Donc, le principe ici, ce n'est pas de savoir les choses par cœur. Hein. Le principe, c'est de savoir que ça existe, puis d'être capable d'aller les lire pour être capable de les utiliser correctement. Fait que, on retourne à notre man CP pour voir comment est-ce qu'il fonctionne. Fait que, on peut voir ici, au début, on a, bon, c'est quoi le nom du programme, qu'est-ce que c'est supposé de faire? Ça copie des fichiers et des répertoires. On va revenir ici à notre CP. Donc, ça copie des fichiers et des répertoires. Puis, on peut voir ici qu'il y a 3 utilisations possibles, okay, pour utiliser CP correctement. Nous, on va voir en fait les 2 premiers ensemble. Donc, je peux voir ici, j'ai CP. J'ai des options. Donc, quand on parlait d'options, hein, on parlait des tirets quelque chose. Puis, si je regarde par la suite, je peux voir ici la liste des différentes options. Okay? Donc, si je mets "-l", c'est que ça va prendre les liens. On n'a pas vu c'était quoi encore, là. Mais si j'utilise "-r", c'est que ça va être récursif. Si j'utilise "-u", c'est que ça va juste faire des mises à jour, pas des écrasements. Donc, on a une panoplie d'options qu'on peut établir en utilisant CP. On a ensuite, quand on regarde ces représentations-là, là, on va avoir une nomenclature qui me permet de savoir comme où va quoi, à quel moment et comment. Donc, il y a certains éléments qui vont revenir beaucoup quand on voit de la syntaxe de commande, là, que ce soit ici dans le shell ou que ce soit quand tu regardes la documentation de base de données, c'est quelque chose qui revient souvent. Donc, premièrement, on a, quand on voit de la syntaxe, le principe de crochet carré. Donc, le principe de crochet carré, c'est que ça représente quelque chose qui est facultatif. Qu'est-ce que ça veut dire facultatif? C'est que ce n'est pas obligé d'être là. Je peux en mettre, mais s'il n'y en a pas, ce n'est pas un problème. Donc, la série d'options, on voit qu'on peut en mettre, comme on ne peut pas en mettre, ce n'est pas grave. Ensuite, on a des 3 petits points. Donc, les 3 petits points représentent une répétition du dernier élément. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici, les 3 petits points dans le contexte? C'est qu'on a la possibilité d'avoir une option et je peux avoir une répétition de différentes options. Fait que je peux avoir un "-a", un espace, un "-b", un espace, un "-f". Okay? Je peux avoir autant d'options que cela m'enchante. Une fois qu'on a ça, on peut voir ici, même principe, on a un "-t" qui est entre crochets. Fait qu'il est facultatif à la commande. Puis finalement, on a les éléments précis, source et dest. Fait que ça, quand on veut voir qu'est-ce que ça implique, ben là, il faut aller voir la description. Puis là, ça dit, ben, ça copie la chose que j'ai mis à source vers la destination. Donc, pour utiliser CP à sa version la plus de base, on va pouvoir prendre un fichier quelconque. Fait que, mettons ici, je vais regarder le hello0.txt.
OK, je peux voir que c'est marqué Allô, salut à l'intérieur. Ben, je vais vouloir copier ce fichier-là. Puis, je vais vouloir le copier quelque part d'autre. Fait que, mettons, je pourrais dire newhello.txt. Fait que j'ai une source, qui est le hello0.txt. J'ai une destination, qui est le newhello.txt. Puis là, si je regarde ça, je vais pouvoir regarder la liste de mes différents fichiers .txt en utilisant le wildcard. Donc, affiche-moi tous les fichiers .txt. Puis, je peux voir que j'ai le hello0 qui était là, puis j'ai maintenant le new hello qui est là aussi. Puis si je regarde son contenu du new hello, je peux voir que j'ai le même contenu qui a été copié de mon fichier initial. On a une deuxième méthode d'utiliser CP. Donc, on a ici le premier, juste une source, juste une destination. Mais on a aussi une deuxième variation de CP qui commence avec une série d'options, mais cette fois-là a une source, mais avec des 3 petits points. Qu'est-ce que ça l'indique, les 3 petits points? Ça l'indique une répétition. Donc, le principe, c'est que ça peut être une multitude de fichiers sources. Puis, quand j'ai une multitude de fichiers sources, ben, je peux voir ici que le dernier élément, il faut que ça soit un répertoire, que ce soit un directory. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ben, ça va prendre les multiples sources et ça va aller les déposer à l'intérieur du répertoire qui m'enchante. Donc, ici, on a un exemple de ça. Je vais aller regarder, on va aller dans public, dans le dossier public, puis on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans le dossier public. Il n'y a rien dans le dossier public. OK, donc, je suis dans le dossier public, j'affiche le contenu du dossier public, je n'ai rien dans le dossier public. Fait que là, ce que je veux faire, c'est copier tous mes fichiers texte dans le dossier public. Fait que ce que je peux faire, c'est, je vais faire mon CP. Là, je veux sélectionner tous les fichiers texte. Fait que je pourrais commencer à taper, OK, ou en fait, tous les fichiers qui commencent par Hello. Je peux utiliser l'étoile ici. Ou sinon, je pourrais le faire à la main aussi. Ça fonctionne. Je peux taper la liste. Puis là, après ça, je peux taper le nom du répertoire. Ah, ici, je n'ai pas les permissions pour celui-là. Attendez une seconde, on va changer ça. Ce n'est pas des choses que nous, on va voir, mais on va recommencer ça. Donc, on fait notre copie. Puis, une fois qu'on a ça, on peut aller voir dans le dossier public. Puis, on va avoir nos 2 fichiers qui ont été copiés à l'intérieur. Hein, puis, ils n'étaient pas là préalablement. Fait qu'on est capable de prendre une liste de différents éléments, puis d'être capable d'aller les copier à un endroit spécifique. On va avoir différentes options aussi. Donc, si on regarde les différentes options, il y en a 2 que je veux regarder avec vous. La première, ça va être le -i. Donc, souvent, quand on fait une copie, il faut faire attention parce que ça se peut que ça l'écrase un fichier qui est déjà existant. Puis par défaut, ça va le faire. Donc, si tu fais une copie, ça va juste faire, ça écrase s'il y a du stock déjà là. Fait que si on ne veut pas faire ça, on peut avoir ici un -i qui va me permettre d'avoir une saisie, okay, une interaction qui va me dire « Hey, je m'en vais écraser quelque chose. Est-ce que tu veux vraiment qu'on fasse ça? » Fait que si on revient, puis on est dans notre dossier public, dans notre dossier, j'ai le Hello0 puis Hello1. Fait que si je copie le Hello0 sur... On va se mettre l'option -i pour voir cette option-là.
ça va dire, hey, je m'en vais prendre le fichier 0, puis je m'en vais écraser le fichier hello1 qui avait déjà quelque chose là. Est-ce qu'on est sûr de vouloir faire ça? Donc, je peux faire un yes, no. Là. Donc, on va dire non. On ne écrasera pas l'élément présent. On est aussi capable, avec CP, d'avoir comme source un répertoire, un directory. Puis souvent, on va vouloir copier d'un dossier à un autre dossier. Puis on va vouloir copier non seulement ce dossier-là et tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur, mais tous les sous-dossiers, puis tous les fichiers qu'il y a à l'intérieur, puis tous les sous-dossiers, si on veut faire un copier-coller d'un dossier. Fait que quand on veut faire ça, il va falloir se déplacer de manière qu'on dit récursive, donc prendre le dossier, le sous-dossier, n'importe quel autre sous-dossier, puis n'importe quel autre sous-dossier de ceux-là. Donc, pour activer les options récursives, on a l'option "-r". Donc, soit "-r" minuscule, soit "-r" majuscule, soit "-" recursive. Les trois, ça fait la même chose. Ça va me permettre de copier un dossier dans un autre dossier, puis d'avoir tous les sous-dossiers initiales qui sont copiés à leur tour. Fait qu'on a cette prémisse-là de copy avec CP pour être capable de faire la copie de fichiers. Là, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir d'autres commandes de manipulation de fichiers, mais on va voir qu'une fois qu'on en a vu une, les autres rentrent pas mal dans le même beat. Fait qu'on va avoir une deuxième commande, donc ça, c'est pour copier les fichiers CP. On va avoir une deuxième commande qui va être MV pour move. Donc, move va me permettre de déplacer des fichiers d'un endroit à un autre. Puis, si je déplace un fichier, je vais en même temps pouvoir le renommer. Donc, ça va être aussi notre commande pour le renommer. En fait, quand je le déplace de allô à salut, hein, je peux le déplacer dans le même dossier juste avec un autre nom sans problème. Donc, on va avoir le principe de bouger ou renommer qui va faire partie de ça. Qu'est-ce qu'on a comme option avec MV? Bien, si on regarde, les principes sont sensiblement les mêmes. Donc, je peux voir ici que j'ai deux manières de l'utiliser. Une première manière avec MV, les différentes options, une source, une destination. Un MV avec les options, avec une liste de sources ou un dossier de destination. Fait que si on reprend ça, puis je veux bouger, mettons, hello 0, je peux bouger le hello 0, puis je veux que maintenant il s'appelle autre fichier.txt. Fait que ça va le déplacer de hello 0 à autre fichier.txt. Fait que on a bougé le fichier en changeant son nom. On peut aussi le déplacer de dossier. Donc, si je veux bouger mon autre fichier.txt, puis je vais, mettons, le rapporter à un dossier plus haut. Donc, si je veux le faire remonter d'un dossier, on avait vu que quand on se déplaçait, on pouvait représenter le dossier parent avec les 2 points pour être capable de dire va un dossier plus haut. Donc, si je fais ça, il est maintenant disparu du dossier courant public. Si je remonte de dossier, donc pour ressortir dans le dossier parent, on a le CD ... Puis que je regarde les fichiers TXT là-dedans, ben, je vais pouvoir y retrouver le fichier que je viens tout juste de bouger de mon dossier public à mon dossier parent. Donc, autrement, move, si on regarde CP, hein, source destination, liste de source directory, puis si on regarde après ça le move MV, on a source destination, liste de source directory. Les choses sont pas mal semblables de ce côté-là. On a les mêmes options aussi avec le interactive et celui-là, il n'y a pas besoin de récursif, si je me souviens bien. Ouais, il va juste le faire tout seul.
Donc, on a quand même l'interactive si tu commences à effacer les choses que tu ne devrais pas, que tu es en train d'écrire par-dessus. Mais autrement, ça fait les mêmes options. C'est la même syntaxe que pour CP. On en a un troisième dans cette lignée-là qui va être ARM. Donc, ARM va nous permettre de détruire différents fichiers. Donc, ARM, si on regarde sa documentation, ça me permet d'enlever des fichiers ou des répertoires. Donc, on a ici l'option ARM, une liste d'options, puis les différents fichiers qu'on veut détruire. Là, ici, il faut faire attention parce qu'on n'est pas dans un environnement qui est gentil comme on l'est habituellement sur Windows, où c'est que si je délite quelque chose, se retrouve dans Corbeille. Il n'y a pas de Corbeille ici. Donc, il faut faire très attention sur l'utilisation de ces différentes options-là. Parce que ça se peut qu'on se retrouve puis qu'on aille une suppression qui est un petit peu trop vite fait puis qui va causer des problèmes à long terme. Mais bon, le principe fondamental, c'est, bon, je vais aller dans public. Et quand je suis dans public, je peux faire le RM du hello1.txt. Puis je peux ensuite remarquer que ce fichier .txt-là n'est plus dans le dossier public. Donc, même principe avec ARM, on peut avoir une liste de différents fichiers. Puis, je peux aussi utiliser l'option R pour être capable d'aller détruire de manière récursive un dossier. Donc, si je fais ARM-R sur un dossier, ça va me permettre de enlever non seulement le dossier, mais tous les fichiers, tous les sous-dossiers, et ainsi de suite. Donc, c'est comme déliter le dossier normalement. Faire attention avec ARM, hein, parce que si tu commences à l'utiliser particulièrement avec les expansions possibles, les wildcards, ça se peut que tu pognes des choses qui sont un petit peu trop dangereuses. Okay? Fait que si un bon truc, c'est à la place d'utiliser ARM tout de suite, je peux utiliser LS à la place. Donc ici, si je fais LS, hello étoile.txt, hein, je peux voir lesquels fichiers vont être capturés par ma commande. Puis après ça, je peux transformer le LS puis le remplacer par un ARM. Puis bien voir que je n'ai plus de rien qui a de hello ou de il n'y a plus rien avec. Donc, le hello1 et le hello0 ne sont maintenant plus des nôtres. La dernière chose sur la manipulation d'éléments, ça va être la commande mcodir. Donc, mcodir, ça va me permettre de créer des dossiers. Donc, mcodir, on va avoir une liste de dossiers que je veux créer. Le principe, c'est que j'ai encore une fois des options, puis ensuite les différents dossiers. Les options qui sont intéressantes avec mcodir, on va avoir le "-p", qui va me permettre que si je suis en train de faire une arborescence, il va créer tous les dossiers intermédiaires pour être capable de créer ce que je veux avoir. Donc ici, un exemple. Je peux faire mcodir, un dossier, et ça fait en sorte que je peux aller dans ce dossier-là. OK? Donc, je peux voir ici que je suis maintenant dans le dossier que j'ai créé. Si, par exemple, je veux créer 2, 3 arborescences, fait que je peux faire un mcodir, puis là, je peux faire 1, 2, 3 pour comme avoir un dossier qui s'appelle 1. Dans le dossier 1, je voudrais avoir un dossier qui s'appelle 2. Dans le dossier 2, je voudrais un dossier qui s'appelle 3. Si j'essaye directement, ça ne fonctionnera pas. Donc, lui il est juste capable de créer un dossier à la fois par défaut. Mais si j'utilise l'option "-p",
Là, ça a fonctionné. Puis, si je regarde, j'ai le dossier 1. Dans le dossier 1, j'ai le dossier 2. Et dans le dossier 2, j'ai le dossier 3. Si je reviens en arrière, donc je reviens à mon dossier personnel. Pour revenir à mon dossier personnel, je peux utiliser le tilde qu'on avait vu qui était toujours le dossier de l'utilisateur. Fait que là, je ne veux plus mon un dossier, fait que je peux utiliser ma commande rm-r, un dossier, puis ça vient de tout effacer, toute la création que je viens tout juste de faire. On a quelques autres commandes qui sont intéressantes juste avec leurs actions. Donc, on a déjà vu ici la commande man, okay, qui me permet de voir le résultat d'une commande. Mais il va y avoir certaines commandes qui ne font pas partie nécessairement des manuels. Comme, mettons ici, si je fais man cd, ça n'existe pas la commande pour cd parce que, en fait, quand je suis en train d'utiliser des commandes, il existe différents types de commandes. Donc, il y a des commandes qui sont des programmes qui ont été créés puis qui ont été exécutés, qui ont des manuels. Okay? Donc, la majorité des commandes, ça va être ça. Mais il y a des commandes plus de base qui viennent directement avec le shell. CD, c'est une de ces commandes-là qui est intégrée puis qui n'a donc pas un programme à part. Donc, il n'y a pas de manuel à part. Pour ces commandes-là, quand on ne trouve pas la commande, il va y avoir la fonction help qui me permet de voir la documentation du shell pour cette commande-là. Donc, c'est une commande qui est intégrée au shell, qui n'a pas de programme externe, puis qu'on veut quand même savoir comment l'utiliser. Fait qu'on a la commande help qui me permet de travailler avec ça. Fait que je peux voir ici que cd, ça me permet de changer le working directory de notre shell. Même principe après ça, on a les commandes entre crochets pour indiquer que c'est facultatif. On a la série de documentation qui vient avec ça. Fait qu'on a la commande help. Si on veut savoir c'est quoi le type de la commande, donc je viens de dire qu'il y a différents types de commandes, on peut utiliser la commande type. Donc si, mettons, je fais type cd, je peux voir que c'est une commande interne, okay, ce qu'on appelle un built-in. Si j'essaye la commande cp, je peux voir ici que c'est une commande qui est utilisée puis qui a un programme derrière. Je peux aussi voir d'autres commandes. Des fois, ça va être ce qu'on appelle des alias. Donc, un alias, c'est un lien vers une autre commande qui est faite à la place. Donc, à chaque fois que je tape ls, en fait, ça fait ls-color auto pour moi. Donc, il y a le principe d'alias. Quand on a des programmes comme CP, on peut aussi demander, il est où ce programme-là? Donc, je peux, mettons, taper avec la commande which, savoir l'emplacement de notre commande directe. Donc, le which me permet de savoir où est située la commande que je suis en train d'essayer d'exécuter. Donc, quelques petites commandes qui me permettent d'avoir plus d'informations sur les autres commandes que je suis en train d'utiliser. Parfait. On est bon pour une petite pause. Donc, on va revenir à 19 h. On va se prendre une petite pause de 15 minutes. Donc, on va revenir à 7 h pour regarder la redirection, okay, vers des fichiers de nos commandes. Donc, on se revoit. Pause. Photo. 19 h. À tout de suite, tout le monde. Et c'est reparti. Donc, on venait de voir différentes commandes qui nous permettaient de modifier, bouger, détruire des fichiers.
Là, on va aller travailler un petit peu plus loin, puis on va aller regarder comment prendre le résultat de nos commandes, puis être capable de les rediriger dans des fichiers pour consommation future. Donc, on va aller regarder le principe de redirection d'éléments dans notre shell. Donc, la première chose qu'on va se rendre compte, c'est que quand j'ai une commande, le résultat de cette commande-là, je ne peux pas directement travailler avec. Donc, ça reste comme dans le shell. Si je voudrais prendre ce texte-là, il faudrait que je prenne ça, je copie ça, je mette ça dans un fichier, puis là, je commence à travailler avec. Fait qu'il existe une méthode qui me permet de transférer l'information qui est habituellement dans la sortie, puis d'envoyer ça directement dans un fichier. Donc, je peux utiliser un petit chevron, un plus grand que, pour prendre le résultat d'une commande, donc dans ce cas-ci, le ls, puis envoyer ça dans un fichier quelconque. Donc, c'est moi qui décide c'est quoi le nom du fichier. Il va être automatiquement créé. Puis, à l'intérieur, si je regarde le contenu de ce fichier-là, je vais pouvoir voir qu'il y a les informations ici d'une manière qui est plus facilement gérable dans le futur. Fait que non seulement il a pris le résultat de ma commande, puis il l'a mis dans un fichier, mais il l'a mis d'une manière qui était plus facilement traitable, avec une ligne par information. Donc, on a le chevron qui me permet de créer un fichier puis d'écrire le résultat d'une commande à l'intérieur. Ce qu'il faut faire attention, c'est quand on utilise le plus grand que, la redirection, si j'en utilise juste un, le fichier, s'il existait déjà, il va être détruit, puis il va être remplacé par qu'est-ce que je viens de faire. Fait que si, admettons ici, je fais un ls de juste les .txt, puis je remets ça dans faire list, ben, il va avoir écrasé l'ancienne version. Puis là, si je regarde le contenu, ben, ça va juste m'afficher les résultats avec les fichiers TXT. Donc, il faut faire attention. On a la possibilité d'écraser des fichiers quand on utilise la redirection. Si je veux avoir un ajout, okay, en mode append, comme qu'est-ce qu'on avait vu quand on avait travaillé en programmation, on peut utiliser les doubles plus grands que. Fait que, mettons, ici, j'ai déjà les fichiers .txt, j'en ai aussi les fichiers qui se terminent en .sh. Fait que je peux utiliser le étoile.sh. Puis, je vais utiliser la double flèche, la double redirection. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va rajouter au fichier déjà existant les informations. Dans ce cas-ci, je vais avoir une première partie qui va être les fichiers TXT que j'avais fait dans ma première redirection. Puis ensuite, j'ai les deuxièmes fichiers .sh qui ont été présentés dans ma deuxième redirection. Donc, la redirection me permet de travailler avec des résultats de commandes que j'envoie dans des fichiers. Inversement, il y a certaines commandes qui vont prendre des informations qui viennent de fichiers. Donc, j'ai des commandes, mettons, comme sort, qui vont prendre des informations puis qui vont traiter les informations puis qui vont, mettons, les trier. Fait que quand je veux envoyer de l'information dans une commande, je peux utiliser la flèche de l'autre bord. Dire, dans cette commande-là, je veux envoyer le file list, OK? Puis dans ce cas-ci, ça va trier en ordre alphabétique. Donc, ça va trier les éléments, OK, comme je voulais.
La dernière chose qui va être intéressante, puis en fait la plus importante quand on travaille avec la redirection, ça va être le principe de tube ou de pipelines. Okay? Donc, on peut utiliser les tubes ou les pipes en anglais, okay? Qui est la barre verticale. Donc, faire attention, ce n'est pas un I, ce n'est pas un L majuscule ou un L minuscule, c'est la barre verticale. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec la barre verticale, c'est que ça me permet de prendre l'information d'une commande puis l'envoyer à une autre. Donc, je donne comme exemple, on a ici le ls, puis on veut prendre le résultat de ça, puis l'envoyer. Là, on vient de voir la commande sort là, qui me permet de faire un tri. Bien, si je prends mon ls, je peux faire, on va le mettre au top, j'ai mon ls, je vais avoir le tube. Donc, je vais prendre le résultat du ls, puis je vais l'envoyer à mon sort. Fait que le principe ici, c'est que ça va m'indiquer, okay, en ordre alphabétique avec le sort, les différents fichiers que je vais avoir créés. Donc, le tube, le pipe, me permet de prendre le résultat d'une commande, puis de la connecter avec une autre commande. Puis, c'est une des plus grandes forces du shell puis de la ligne de commande. Ce principe-là de intercommunication puis de transmission d'informations. Si on se donne quelques exemples de qu'est-ce que ça peut faire. Donc, ici, j'ai un premier exemple avec le ls, qui va me donner la liste de mes fichiers. Puis, je peux envoyer ça à la commande head. Bien, si je me demande c'est quoi la commande head, je peux toujours faire le man. Donc, head va recevoir quelque chose, puis il va juste afficher le début de cette information-là. Donc, juste me donner les 10 premières lignes par défaut de notre ls. Fait que ici, si je fais le ls-lt, je peux voir que j'ai un paquet d'informations. Mais si je refais la même commande, puis j'ai dit ça avec head, il va juste me donner les 10 premières lignes de cette commande-là. Même principe, on a d'autres commandes comme du. Si je ne sais pas c'est quoi, je peux toujours faire man du, qui me dit l'utilisation d'espace de mon disque. Fait que si je fais du, je peux voir que j'ai l'utilisation de plein de choses, okay? Tous les dossiers courants qui existent, la taille de chacun des éléments. Fait que je peux faire un sort qui va faire en sorte que ça va me le trier, okay, par taille. Parce que le début ici, c'est la taille du dossier. Puis après ça, que si je veux avoir juste les 10 premiers, ben, je peux avoir la taille de chacun des dossiers triés par ordre croissant. Puis, j'ai une question. Avoir juste les 10 premières. Ouais. Sort-nr, ça veut dire nr, qu'est-ce que ça veut dire, s'il te plaît? On va aller voir ça. On allait voir les différentes commandes de sort. Là. Fait que, je pense que c'est parfait, je te permets pour faire le on s'en vient là. Mais c'est bien, c'est une bonne question. Donc, ici, on a plusieurs programmes qui vont nous aider avec cette communication-là. Donc, on a une série ici là, de tous les programmes qui peuvent être utiles quand on travaille avec de la gestion d'informations. Donc, justement, on va commencer avec sort, qui me permet de trier des lignes de texte. Il y a deux options qui sont vraiment intéressantes dans celui-là, qui sont les deux qu'on a utilisés plus haut. Donc, on va avoir le N, okay, qui est le tri numérique. Donc, par défaut, le tri se fait de manière alphabétique. Fait que ça va regarder le premier caractère, ça va regarder le deuxième caractère, ça va regarder le troisième caractère, ça va les comparer. Puis si le premier est plus grand que l'autre, ben, ça le déplace et ainsi de suite. Mais quand j'ai des valeurs numériques, le principe, c'est que le plus gros nombre, je veux qu'il soit comme la plus grosse affaire. Puis le plus petit nombre, je veux qu'il soit avant l'autre.
mais de la manière que c'est fait, le plus grand nombre ne va pas nécessairement être au même endroit, à la même information. Donc, il y a une option spéciale pour dire, hey, l'information que tu tries en ce moment, c'est des valeurs numériques. Donc, lui, il va être capable de trier les valeurs numériques correctement. Puis, on a utilisé aussi l'option R. Hein, donc, on peut voir ici qu'on a utilisé en fait deux options mélangées ensemble. On avait jasé la semaine passée, au dernier cours, qu'on peut avoir deux options avec juste un tiret. Donc, on a aussi l'option "-R" qui me permet de renverser les résultats. Donc, par défaut, c'est en ordre croissant, donc du plus petit au plus gros. Mais là, je voulais du plus gros au plus petit. Fait que le R va flipper la liste de sens. On a aussi d'autres commandes. Donc, on va aller regarder chacun de ces éléments-là. On a la commande unique qui va me permettre de filtrer les lignes qui sont répétées. Donc, si j'ai un fichier qui a plein d'éléments à l'intérieur qui se répètent, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste afficher chacun une seule fois. Donc, c'est un peu comme le même principe du set qu'on avait vu en programmation, là. Ça va me donner chacun des exemplaires une seule fois. Il y a aussi des options qui me permettent de faire comme l'inverse. Donc, je peux aller juste montrer ceux qui ont été répétés. Je peux aller savoir il y a eu combien de répétitions de chacun. Donc, il y a différentes options dépendamment de qu'est-ce que tu veux avoir comme résultat. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Donc, on a unique. On a ensuite, dans les autres commandes qui peuvent nous servir, grep. Donc, grep est vraiment intéressant parce que ça va chercher dans un fichier un contenu. Donc, c'est comme pour faire une recherche dans un fichier. Donc, grep me permet d'examiner le contenu d'un fichier puis de trouver les lignes qui contiennent un motif, un pattern spécifique. Ici, on va regarder. Ici, quelque chose d'intéressant. Je vais juste trouver un fichier intéressant. OK, ça va être bon ça. OK. Fait que j'ai ce fichier-là ici, qui est une liste de différents processus, de différents utilisateurs. Puis, à l'intérieur de ce fichier-là, je sais que j'ai des lignes là, qui vont parler de processus là, qui s'appellent loop quelque chose. L-O-O-P. Puis, je veux juste savoir c'est quoi ces lignes-là. Là. Je veux juste les retrouver facilement. Fait que ce que je peux faire, c'est utiliser grep qui va me permettre d'avoir un motif à l'intérieur d'un fichier quelque part. Fait que si je fais grep, j'ai dit trouve-moi le mot loop dans le fichier log.txt. Lui, il va aller regarder chacune des lignes, puis il va essayer d'aller trouver le motif dans cette ligne-là. Puis il va juste te retourner les différentes lignes qui a retrouvé ce pattern-là à l'intérieur. Donc, c'est vraiment intéressant pour être capable de retrouver des informations, filtrer des lignes. Puis là, à partir de là, je pourrais envoyer ça dans un fichier, donc, ou sinon, je pourrais l'envoyer à une autre commande. Donc, il y a plein de possibilités qui peuvent se faire une fois qu'on commence à penser à chacune des fonctions comme étant juste un petit bloc que je peux rattacher ensemble comme des Legos pour être capable d'avoir des fonctionnalités qui sont très grandes. Donc, on avait head et tail
qui sont intéressants. Ça me permet de voir le début puis la fin d'un fichier. Tel, particulièrement, va me permettre de voir la fin, les 10 dernières lignes. Donc, tel est super utile quand on travaille avec un serveur, mettons, puis il y a une série d'exécutions, ça génère des erreurs dans un fichier, puis je vais aller voir c'est quoi les dernières erreurs. Si je regarde le fichier au complet, il y a 100 000 lignes, ça date d'il y a 3 ans, il y a plein d'erreurs par rapport, bien, on va avoir, après ça, le principe de OK, je veux juste regarder la fin, je peux utiliser tel pour voir juste la fin du fichier. Donc, on a head et tel qui sont juste pour voir les premières ou les dernières lignes. On a aussi deux programmes qu'on va juste décrire parce qu'on pourrait avoir un cours au complet sur chacun de ces programmes-là. Donc, on va avoir sed et Hawk qui vont me permettre de transformer. Donc, sed, c'est un stream editor. Ça permet de lire un fichier, puis quand ça trouve des éléments qui sont importants pour lui, bien, ça nous permet de prendre des actions, comme de transformation. Fait que ça me permet de trouver des éléments, les remplacer, reformuler des lignes, déliter des paragraphes au complet. Donc, si je donne des exemples de à quoi ça peut ressembler. Donc, admettons ici, j'ai le fichier suivant. Donc, on a un texte là, qui parle de Unix, blablabla. Puis là, je me suis rendu compte que je ne parlais pas de Unix, je parlais de Linux. Fait que j'aimerais ça passer à travers ce fichier-là, puis être capable de transformer toutes les mentions de Unix en mentions de Linux. Bien, avec sed, on va avoir des commandes spéciales qui vont nous permettre de faire la transformation de ces fichiers-là d'un à l'autre. Donc, je peux faire des transformations. Là, ici, on n'ira pas voir le langage spécifique de sed. Comme je dis, c'est quand même assez volumineux là, comme possibilité. Mais on peut voir ici une substitution. Ça, c'est le pattern initial. Je veux remplacer toutes les Unix en Linux. Puis, ça me permet de faire ce genre de transformation-là. On a aussi Hawk, qui, lui, va me permettre de prendre des informations puis les réafficher, ou d'avoir un petit peu de contrôle de programmation par rapport à ce qui est possible. Fait un exemple de Hawk, j'ai un fichier ici qui a à l'intérieur des noms, des cours puis des notes, avec une première colonne avec juste un numéro d'identification. Fait que si je vais aller chercher les informations pour juste aller voir, mettons, les différents cours, puis les notes que tu as eues, je veux effacer ces premières parties-là. Bien, avec Hawk, encore une fois, il y a comme son propre langage interne qui va nous permettre de dire, bien, je veux juste afficher la 3e et la 4e colonne de ce fichier-là. Donc, lui, il va aller lire chacune des lignes, il va dire, OK, bien, je drop les premières affaires. Moi, je veux juste afficher ces 2 colonnes-là. Puis ça me donne juste le résultat que je veux. Puis à partir de là, je pourrais mettre ça dans un autre fichier, je pourrais le trier par les différentes notes. Donc là, ici, je peux commencer à avoir plein de possibilités par rapport à qu'est-ce que nous, on a vu avec la capacité de la ligne de commande à transformer les commandes, à envoyer les commandes, à faire des modifications de ces commandes. Parfait. Donc, on a déjà parlé de l'expansion. Ça va bien. Super. On va aller regarder un élément qui, ici, ouais, avec les... Ça, c'est correct, ça, c'est correct, ça, c'est correct. Avec ça, on en a déjà parlé. Ça aussi. Ça aussi. Et ça, il est moins important, celui-là. Donc, on va aller voir que dans Bash,
il va exister une panoplie de variables. OK? Donc, une variable en Bash, ce n'est pas exactement comme une variable dans des langages de programmation. Il va y avoir juste une information qui va être plus statique à travers la vie de la ligne de commande. Ici, Karim demande, est-ce qu'on va avoir un cours sur les expressions régulières, le regex? Non, ce n'est pas prévu en tant que tel, mais si tu veux en apprendre plus sur les expressions régulières, tu peux, je conseille un gentil site web qui s'appelle les Regex 101, qui a à l'intérieur une série de comment les utiliser, des exemples de à quoi ça peut ressembler, des éléments pour tester les expressions, mais nous, on ne va pas les utiliser à l'intérieur du cours. Par contre, si tu cherches d'autres documentations, j'ai des notes de cours aussi qui sont sur le regex. Tu peux m'envoyer un MIO, puis je vais pouvoir t'envoyer ça sans problème. On était à l'expansion de paramètres. Donc, il existe une panoplie de différentes variables dans l'environnement de Bash. On va voir un petit peu plus tard comment setter et comment travailler avec. Mais le principe, c'est que souvent, on va devoir aller chercher cette information-là, cette variable-là. Donc, la variable a évidemment un nom puis un contenu. Hein? Donc, le principe, c'est qu'on va être capable d'utiliser le signe de $. Donc, le signe de $, suivi d'un mot, va aller chercher le contenu de cette variable-là. Donc, il existe automatiquement, quand on travaille avec Bash, la variable user. Donc, là, ici, en passant, j'utilise la commande echo. Echo qui me permet de juste renvoyer, faire un écho de ce que j'écris. Donc, ça fait juste sortir l'information. Donc, quand j'utilise echo et que je mets une variable, lui, il va aller faire le remplacement avant d'aller faire la commande. En principe, il y en existe d'autres comme PWD aussi qui donne la commande courante. Donc, il existe une commande print-env qui va me donner la liste de toutes les différentes variables qui sont couramment établies. OK, fait qu'on peut voir ici le user, c'est donné en ce moment. On peut voir le PWD quelque part là-dedans. Ouais, c'est quoi le nom du shell? Après ça, il y a une liste de couleurs quelconque. Fait qu'on peut voir ici, c'est tout le temps des noms en majuscule suivis d'une information qui vient avec. On va aller voir comment en setter plus tard, là. Mais pour l'instant, on est capable de gérer ça directement. Puis, il faut savoir qu'on peut utiliser le signe de $ pour être capable d'aller chercher l'information. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que contrairement à des langages de programmation, si tu vas chercher une variable qui n'existe pas, il n'y aura pas d'erreur. Ce que ça va faire, c'est que ça va être comme si c'était une chaîne de caractères vide. Donc, il faut faire attention, il n'y aura pas d'erreur si l'information n'est pas là. Ça sera juste pas présenté. Parfait. Donc, ça, c'était pour l'expansion avec le signe de $ direct. Souvent aussi, on va vouloir prendre l'information. Ah, j'ai une question de Yacine. Bonjour, j'ai une question. Par rapport aux variables, est-ce que les commandes peuvent être utilisées comme des variables? Peux-tu reformuler ta question ou donner ton idée? Parce que je ne suis pas certain de... Par exemple, le PWT là, qui retourne, par exemple, là où on est, par exemple, le répertoire où on est, on a une variable $ qui contient le même contenu. Ouais. Est-ce que, par exemple, on peut utiliser dans un script PWT qui est la commande au lieu d'utiliser la variable? Excellente question. C'est justement ce qu'on va aller voir avec la substitution de commande. Donc, oui, on peut. Donc, ta question, c'est
est-ce que je peux utiliser le résultat d'une commande comme un élément, mettons, d'une autre commande ou une autre partie d'un script ou quelque chose comme ça? Est-ce que c'est ça ta question? En fait, ma question, si on a des commandes qui retournent des résultats, Ouais. pourquoi utiliser des variables? Mm-hmm. Donc, les variables, on va voir qu'ils vont être utilisés pour aller chercher des informations qu'on ne veut pas, qui sont transitoires habituellement, qu'on ne voudra pas sauvegarder dans un fichier, puis qui vont possiblement pouvoir être utilisées dans 2, 3 autres commandes. Parce que le principe, que si on fait de la redirection, puis si on fait avec les pipes, ce canal de communication-là, il va être comme fermé. T'sais. Mais si j'ai besoin d'avoir un résultat que je sauvegarde et que j'utilise dans 3, 4 commandes autres différentes après, c'est là que je pourrais utiliser une variable. On va aussi voir que les variables, il y en a plusieurs qui sont setées automatiquement, qui vont nous permettre de faire des choses intéressantes quand on va commencer à créer des scripts. Donc, effectivement, par défaut, si tu as juste un résultat d'une commande que tu veux utiliser quelque part d'autre, une variable, ce n'est pas nécessairement le premier outil que tu vas utiliser. Justement, dans les outils que tu vas pouvoir utiliser, il va y avoir la substitution de commande. Donc, quand je veux utiliser le résultat de quelque chose, comme ici le which CP, je veux l'utiliser comme élément de ls. J'aimerais ça faire le ls, puis ici, puis d'avoir ici le user bin CP, mais comme j'aimerais ça utiliser le which CP comme résultat de l'autre. Fait que pour faire de la substitution de commande, on peut utiliser encore une fois le signe de $. Donc, le signe de $ est très important. Là, ça nous permet de faire beaucoup de choses avec des parenthèses. Là, ici, je vais pouvoir mettre une commande, puis le résultat de cette commande-là va être substitué dans cet emplacement-là. Fait que ce résultat-là ici va être substitué à cet emplacement-là. C'est comme si j'avais écrit le user bin CP manuellement. On voit que le résultat est le même. Et ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Il va y avoir une dernière partie importante avec la gestion des commandes. Ici, on va baisser la main de Yacine. Si tu as une autre question, relève la main. Là. Je pense que c'est la même que tantôt. Parfait, parfait, parfait. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais. Donc, on va avoir le principe de délimitateur naturel. Donc, quand on travaille avec des commandes, quand je fais mon ls, le principe, c'est que le ls peut aller avoir une panoplie. On va regarder ce qu'il y a dans Game Shell. Puis, il peut avoir une panoplie d'espaces. Puis lui, ce n'est pas grave, les espaces. Il s'en fout des espaces. Tant qu'il y a un espace, qu'il y en a un ou plusieurs, lui, il va les remettre un après l'autre. Fait que une problématique de ça, c'est que si je fais quelque chose comme ça, ou c'est que, mettons, j'utilise echo, puis là, je veux que ça réaffiche ça, bien, ça ne marchera pas parce qu'on a le principe que des espaces, c'est considéré juste comme un espace par la suite. Donc, par défaut, dans Bash, il y a une délimitation qui est comme générée automatiquement, puis lui, il fait juste prendre les choses une à côté de l'autre, puis lui, c'est comme des différents paramètres. Même principe, j'ai un autre exemple ici où c'est que si j'utilise le $ quelque chose, bien, $ quelque chose, c'est utilisé plus haut là, avec la gestion des variables puis la gestion de la substitution. Fait que d'utiliser le $ quelque chose, ça ne marchera pas directement. Fait qu'on va avoir des outils pour être capable de gérer ça d'une meilleure manière. On va avoir des délimiteurs comme les doubles guillemets qui vont nous permettre de dire, bien, ce qui se passe là-dedans, c'est, ça
son propre élément. Okay? C'est ça aussi qui va nous permettre d'avoir, mettons, si on regarde, là, quand on regarde des fichiers, certains fichiers vont avoir des espaces dedans. Tu as le droit d'avoir un espace dans ton fichier. Bien, ça va être important qu'il y ait des délimiteurs pour bien représenter que, hey, non, ce fichier-là, ce n'est pas deux fichiers. Là. Hein, parce que si je fais le ls de OK sur .txt, il va dire, ben, je n'ai pas trouvé OK, puis je n'ai pas trouvé sure.txt. Parce que c'est un fichier qui a les deux en même temps. Donc, on va avoir les doubles guillemets qui vont nous permettre de faire fi des espacements normaux, puis de travailler avec ça. On a aussi, à l'intérieur des doubles guillemets, on va quand même pouvoir utiliser le signe de dollar, comme on le faisait auparavant. Fait que le signe de dollar va quand même aller chercher la variable, va quand même faire la substitution de commande. Quand on veut avoir quelque chose de littéral, donc j'aimerais ça avoir donc là, ici, j'ai marqué $ ici, puis j'aimerais ça que ça marque juste $ ici directement. Là. Mais là, la problématique, c'est qu'il pense que c'est une variable, puis il va essayer d'aller la trouver, il ne la trouve pas, fait que ça devient vide. Si je veux avoir le texte littéral, donc qui n'utilise pas les dollars et ainsi de suite, je peux avoir la représentation avec un simple guillemet. Donc, avec le simple guillemet, ça va être le texte littéral avec aucune transformation d'appliqué. On a une autre manière de gérer ces caractères spéciaux-là. Donc, même principe, j'ai un caractère qui est un caractère que j'aimerais ça que ça l'affiche directement. Donc, je pourrais le mettre en guillemets simples, mais une autre option, c'est d'utiliser les caractères d'échappement. Comme on avait vu en programmation, donc on avait des backslash n, bien, quand je fais un backslash devant un caractère spécial, il va devenir plus spécial. Donc, ici, j'ai le ceci est un, puis là, j'ai un backslash $. Ça indique que je veux juste le caractère $ sans rien de substitution, sans rien de gestion automatique. Donc, j'ai après ça le mot test qui me permet d'être gardé de manière automatique. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Donc, dans les caractères d'échappement, c'est les mêmes un peu que qu'est-ce qu'on avait. Backslash n, OK. C'est sûr qu'on va utiliser majoritairement. Parfait. Les permissions, nous autres, on va se les garder pour un petit peu plus tard. Fait que je vais... donc, ça va être ça pour notre partie magistrale d'aujourd'hui. Pour les exercices d'aujourd'hui, on va aller chercher des exercices qui sont à l'extérieur, à l'externe. Donc, je vous ai sur le site de cours, sur Léa, en fait, donné 2 liens externes sur 2 séries d'exercices qui vont pouvoir vous faire pratiquer l'utilisation de différentes commandes. Donc, le premier, c'est un peu un jeu de puzzle pour travailler avec les commandes. Fait que si on s'en va voir comment ça fonctionne, le principe, c'est qu'il faut être capable de se connecter à distance, puis tu vas te connecter à une machine qui roule Linux, puis de cette machine-là, on va te donner un petit challenge pour essayer de passer au prochain niveau. Fait que le premier niveau, c'est juste de se connecter à distance. Ça, je vous l'ai donné directement. Fait que, ici, on peut voir, j'ai la commande SSH-P2020 Bandit Zero Lab, blablabla. Puis, on regarde ici, là, ça nous dit que le username, c'est Bandit 0, puis le password, c'est Bandit 0. Fait que
Quand je donne la commande, encore une fois, je l'ai directement tapée sur la description là, du problème. Ça va se connecter, puis ça va me demander un password. Bien, le password, je peux voir que c'est bandit0. Fait que bandit0. Là, je le tape, mais ça ne le marque pas parce que ça cache le mot de passe. Mais je l'ai tapé, je paye sur Enter, puis là, je peux voir que j'ai réussi à me connecter à cet élément-là. Fait qu'une fois que je me suis connecté, je peux passer au level 1 pour voir qu'est-ce que j'ai besoin de faire. Fait que là, ça me dit, le mot de passe est dans un fichier qui s'appelle README, qui est dans le répertoire de l'utilisateur. Fait que si on utilise les commandes qu'on connaît, fait que mettons, je fais ls, OK, je peux voir que j'ai un README. Bien, si je fais less README, je peux voir ici que dans le README, j'ai qu'est-ce que je recherche, qui est le mot de passe pour se connecter au prochain niveau. Fait que j'ai été capable de lire le README, j'ai été capable de suivre le projet. Puis là, pour être capable de changer, il faut que je sorte. Puis avec la commande que j'ai utilisée, je vais me connecter au niveau 1. Hein? Puis là, le principe, c'est qu'au niveau 1, pour rentrer dans ce niveau-là, le mot de passe, ça va être le mot de passe que j'ai trouvé dans l'autre niveau précédent. Fait que je suis maintenant au niveau 1, puis je peux maintenant cliquer sur le niveau 1 pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je trouve. Fait que, même principe, le fichier est sauvegardé dans un fichier qui s'appelle tiret. Okay? Fait que je peux voir ici que quand j'essaie de faire le ls, je vois le résultat, je vois que c'est le fichier tiret. Si je fais un ls-l, je peux voir ici qu'il s'appelle tiret, je peux voir qu'il y a 33. Puis, je veux essayer de trouver le contenu de ce fichier-là. Donc, pour chacun, il y a des aides si vous ne réussissez pas à trouver comment. Donc, c'est des petits puzzles. Vous devriez être capable de vous rendre jusqu'au niveau 10 avec les connaissances qu'on a eues aujourd'hui. Fait que ça, c'est notre première série d'exercices, les Bandit Wargames. La deuxième série d'exercices, c'est un outil qui s'appelle GameShell, qui est aussi une autre série d'exercices pour travailler avec les commandes. Donc, c'est un jeu pour travailler avec les Unix Shell. Pour être capable de travailler avec lui, il faut aller télécharger le fichier spécial. Donc, ici, on peut suivre les commandes. Donc, j'ai besoin de télécharger un premier fichier. Donc, je peux copier cette commande-là. Donc, quand on a ici de la documentation, puis qu'on a des commandes, le signe de $, c'est en fait pour nous dire c'est ça la commande. Donc, on ne va pas copier cette partie-là. Nous autres, on copie le texte après. Donc, je vais ici, wget, ça me permet de télécharger un fichier. Puis, une fois que j'ai ce fichier-là, je peux partir le jeu avec la prochaine commande qui me permet d'exécuter ça. Puis là, j'ai une commande qui va me dire de faire des choses. Le principe, c'est que c'est un petit jeu qui te met dans un environnement. Puis là, tu peux aller chercher c'est quoi le but. Il faut que j'aille à un endroit et que je trouve quelque chose. Une fois que je sais c'est quoi, je peux faire un GSH check qui va tester est-ce que j'ai réussi la mission ou pas. Qu'est-ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a une version francophone qui est disponible. Donc, je vous donne ici la commande qui permet de l'exécuter en tant que version francophone. Donc, il faut rajouter l'option -L pour language puis mettre FR. Donc, quand je fais ça, je vais avoir un GameShell, mais il va être en français. Donc, il faut suivre les instructions qui vont être en français, faire les différentes missions. Pour celui-là, vous êtes capable de faire les 12 premières missions pour être capable de vous
pratiquer avec l'utilisation de la ligne de commande, l'utilisation du shell. Donc, comme d'habitude... Petite question avant oui, que certainement. vous partez. Donc, là où je suis allé sur le site et puis j'ai fait à l'étape 1, le level 1. Oui, faites-le. Non, pas celui-ci. Okay. Le premier que vous avez présenté, celui de Bandit. OK. Je t'écoute. Oui, donc la première chose, je me suis connecté avec la commande SSH que tu as donnée. Ici? Oui. Et puis maintenant, okay, Bandit 0, je pense. OK. Maintenant, il me dit l'étape 1 des passwords of the next level is to store in a file called located in the home directory. Donc, j'ai fait un 4 sur README. Oui. Maintenant, après, qu'est-ce que je fais? J'ai le mot de passe. L'étape suivante, c'est ça que je voudrais comprendre. Oui, OK. Fait qu'ici, une fois que tu as le mot de passe, oui. Okay, tu peux quitter la connexion. Oui. Et essayer. Le mot de passe, c'est toujours le mot de passe du prochain niveau. Puis pour passer au prochain niveau, quand tu te connectes là, OK? Oui. Tu te connectes au niveau que tu veux. Fait que le premier coup, on s'est connecté au niveau 0. Oui. Fait que si je veux me connecter au niveau 1, il faut que je change de Bandit 0 à Bandit 1. Oui. Puis là, il va me demander un mot de passe. Mais le mot de passe, c'est plus Bandit 0. C'est pas Bandit 1, c'est... C'est la mauvaise chose qu'on a vu en haut là. Le mot de passe qu'on vient de trouver. Ah, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V? Oui. OK, c'est parfait. J'ai compris. Ça marche. Excellent. Cool. Merci beaucoup. Pas de problème. Super. Donc, comme d'habitude, je vais fermer le Zoom pour avoir la version vidéo le plus rapide possible. Une fois que la vidéo est convertie, je vais réouvrir le Zoom. Puis, si vous essayez les exercices, puis vous êtes pogné quelque part, ben moi, je vais être là jusqu'à la fin de la période pour répondre à toutes vos questions, interrogations et demandes. Ça serait pas mal ça pour ce soir. Si on ne se revoit pas, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et nous, on se revoit, je crois, lundi. Je crois. Lundi, oui. Pour notre cours qui va commencer à parler de la création de scripts.